17-19. L'association des descendants de capitaines corsaires est une association qui a été créée à Saint-Malo en 1964 afin d'honorer la mémoire des capitaines corsaires et se souvenir de l'importance de l'activité maritime à cette époque. Pendant 400 ans, les corsaires et leurs navires de course se sont implantés partout en Europe et notamment dans la Cité des Ducs. Leurs descendants ont créé une antenne dans Nantes. Pour nous en parler ce soir, nous sommes en compagnie de Didier Bessot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Première petite question, est-ce qu'on peut déjà en dire un peu plus sur cette association des descendants de capitaines corsaires? Bien sûr. Comme vous l'avez rappelé, l'association a été créée il y a 52 ans maintenant. Nous avons aujourd'hui 746 membres, très précisément, répartis sur toute la France. Et même, nous ne sommes même pas rancuniers, nous avons même des descendants de corsaires anglais. Et nous rayonnons, en fait, nous avons une vocation mondiale, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un corsaire ? Alors un corsaire, déjà, ne pas confondre avec pirate ou flibustier. Le corsaire, c'est un marin, la moindre des choses, qui combat uniquement en temps de guerre et uniquement donc les ennemis de son pays. Donc pas des hors-la-loi comme les pirates. Surtout pas. Le pirate, je termine tout de suite sur le pirate. Le pirate, quand il est pris, eh bien, il est pendu haut et court, comme l'on dit, à la vergue d'un navire. C'est quelqu'un qui travaille pour lui, qui tue, c'est le méchant, quoi, c'est vraiment le méchant. Le corsaire, quant à lui, donc, n'agit qu'avec l'autorisation du gouvernement. Donc le roi, la République ou l'Empire, qui donne ce que l'on appelle une lettre de marque au capitaine. Voilà, et donc muni de ce document, le gouvernement en place donc, donne l'autorisation au capitaine d'attaquer en son nom donc, les navires ennemis. C'était ça ses missions, de faire la guerre au nom du roi, du coup. Alors oui et non. Je vous donne un petit exemple. Il existait en fait deux types de corsaires. Des corsaires qui étaient armés, donc qui partaient simplement à la recherche d'un ennemi. Où est l'ennemi ? Je l'attaque. Et puis évidemment je gagne parce que je suis français. Et autrement, vous avez ceux qui partaient avec une lettre de marque qu'on appelle guerre et marchandises. C'est-à-dire que ces marins sont avant tout des marchands qui transportent donc une marchandise d'un point A à un point B, donc ça peut être les Antilles. Mais si en cours de route, ils rencontrent un ennemi, ils ont la possibilité de l'attaquer. Ce qui n'est pas le cas d'un marchand classique qui n'est pas missionné. Voilà, s'il n'a pas sa commission et si néanmoins le marchand attaque, c'est un acte de piraterie. D'accord. C'est très codifié. Effectivement, ouais. Et tout à l'heure, vous évoquiez, avant de continuer sur les corsaires, vous évoquiez le terme de flibustier. Est-ce qu'on peut rapidement le définir ? Rapidement, on va essayer, mais bon, parce que le flibustier, c'est avant tout un marginal. C'est un très bon marin, toujours. Et un marginal qui n'a pas envie spécialement de rentrer dans les cadres classiques de la marine. Donc, il prend un petit peu son indépendance. Il a son propre code de l'honneur. Pour vraiment schématiser un maximum, il attaque lui aussi les navires ennemis à son pays et uniquement en temps de guerre. La grande différence, c'est que le corsaire, lui, quand il fait des prises, un tiers va au roi, un tiers aux armateurs et un tiers aux membres de l'équipage. Alors que le flibustier, c'est 100% pour lui. Alors du coup, est-ce qu'il y avait énormément de corsaires dans la région du Grand Ouest et à Nantes ? Énormément. On s'imagine toujours, qui dit corsaire dit Saint-Malo, bien sûr, mais il y a énormément de corsaires dans tout le littoral et en Loire-Atlantique, si je peux dire, aujourd'hui. Donc là, on a fait un petit répertoire des corsaires simplement pendant les guerres de Louis XIV. On a recensé plus de 700, je ne veux pas dire 700 capitaines, mais 700 commissions en guerre ou guerre et marchandises pendant le règne de Louis XIV. Et du coup, comment est-ce que l'activité des corsaires s'est-elle stoppée ? Comment ça s'est fait ? Alors, les corsaires, déjà le dernier corsaire est parti de Saint-Malo en 1815. Bien, je vous expliquais après, mais la guerre de course a été officiellement abolie par le traité de Paris, le congrès de Paris en 1856. Alors il y a juste, par exemple, les États-Unis qui n'ont pas signé ce document. Donc théoriquement, si les États-Unis demain veulent armer un corsaire, ils le peuvent. Bien. Mais tout simplement, la guerre de course coûtait cher aux armateurs.
plus ça allait, plus les convois de marchands étaient protégés par de très gros navires de guerre. Donc les corsaires, eh bien, plus ça allait, plus ils prenaient des risques pour souvent pas grand-chose. Donc ça devenait moins rentable. N'oublions pas que les corsaires, c'est avant tout des marchands qui font une guerre économique. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont laissé, ces corsaires ? Déjà, ils nous ont laissé des beaux noms. Si je prends Surcouf, Duguay-Trouin, Jean Bart, et puis à Nantes Jacques Cassard. Mais ils nous ont donné également un état d'esprit. Ce sont des aventuriers, des gentils aventuriers malgré tout. Gentils, je mets quand même des guillemets, parce qu'évidemment, on est amené à se battre. Forcément, voilà. pas gentil tout le temps. Non. Mais ils font rêver. Je faisais il y a déjà quelques années le tour des écoles et pour montrer justement la différence entre corsaires, pirates, flibustiers, etc. Et un élève un jour de CM2 m'a dit « Ah, mais ce sont nos cow-boys à nous ». Je trouve que ça résume tout, quoi. Oui. Et vous êtes vous-même descendant de corsaires, c'est bien ça ? Voilà. Donc, dans ma généalogie, j'ai trouvé 8 marins qui ont été corsaires, mais donc notre association regroupe uniquement les descendants de capitaines. Et là, j'en ai qu'un, si je peux dire, ce que déjà pas mal. Alors comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce patrimoine généalogique ? Alors déjà, mon arrière-grand-mère nous disait fièrement on est des descendants de corsaires. Bon, moi j'étais petit garçon à l'époque et dès que j'ai eu l'âge de fréquenter les bibliothèques et autres dépôts d'archives, je me suis précipité, j'avais 18 ans, je ne vous cache pas que j'étais le plus jeune. Et à partir de là, j'ai fouillé et au miracle, j'ai trouvé, la première des choses dans sa généalogie, c'est de trouver un marin, bien évidemment. Et à partir de là, rechercher ses états de service et on apprend petit à petit à fouiller dans les sources d'archives. Et là, oui, j'ai trouvé un corsaire pendant la Révolution française. Donc vous baignez dedans depuis tout petit, entre guillemets. Tout petit, Est-ce qu'il y a des gens qui le découvrent bien plus tard ? Ah mais complètement. Complètement. Là, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai permis à une personne retraitée de retrouver un corsaire. Elle ignorait totalement. Dans son arbre généalogique, c'était Monsieur Landa, et puis sans savoir qu'il avait été corsaire. Alors l'adhésion, on l'a dit à l'ADCC, se fait sous condition d'être descendant de capitaine de corsaire. Quel genre de piège justifie ou quel genre d'objet justifie une descendance de capitaine corsaire ? Eh bien donc, l'ascendance plus exactement. Donc l'ascendance, il faut prouver déjà génération par génération sa filiation. Et ensuite, montrer que nous descendons bien d'un capitaine qui a reçu le fameux blanc-seing, la fameuse commission en guerre ou guerre et marchandises. Alors du coup, en parallèle d'ateliers que vous faites auprès d'élèves, vous nous en parliez tout à l'heure, vous menez aussi des travaux de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, parce qu'en fait, on se rend bien compte que Nantes est pas très connue comme port corsaire. Je ne nie absolument pas le passé négrier de Nantes, mais stop, quoi. Il faut parler d'autre chose également. La guerre de course, ça va peut-être faire aussi rêver. Et puis on peut être corsaire et négrier en même temps, puisque comme je vous le rappelais, un corsaire c'est juste pendant une durée précise de la guerre. Et se souvenir du passé maritime d'une manière générale du port de Nantes, qu'on soit Terre-Neuve, Capornier, corsaire ou négrier, moi je suis pour. Je ne veux pas focaliser sur la traite. Alors justement, les projets pour la suite de l'antenne nantaise, c'est justement de révéler au grand public cette histoire, ce patrimoine des corsaires à Nantes. Oui, tout à fait. Donc oui, on fait des dépouillements de documents d'archives, on fait des bases de données. Là, on avance petit à petit, bien évidemment, c'est long. C'est long, mais on est une équipe bien soudée et qui est prête à bien travailler. Donc là, oui, on va avoir ces bases de données à la disposition du public et puis nous allons participer à des forums d'histoire ou de généalogie et puis nous prévoyons pour 2017 un colloque à Nantes, sans doute, je l'espère, aux archives départementales. Merci beaucoup Didier Bessot d'être passé par notre studio. Je rappelle, vous êtes membre de l'antenne nantaise de l'association des descendants de capitaines corsaires. Tout l'entretien est bien sûr à retrouver très vite sur le site de Sun au www.lesourunique.com.
Anderson, le programmateur, c'est vous. Grâce à Myson, choisissez le titre de votre choix à l'heure que vous voulez. En plus de ça, vous pouvez envoyer un petit SMS à la personne de votre choix. Alors n'hésitez plus. En attendant vos petites attentions musicales, on vous prépare la nouveauté du jour. Et puis Lana Del Rey, High on the Beach, restez bien là. Le 17-19 revient juste après ça.